Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Soignants face à la mort. Nous sommes aujourd'hui avec Victoria Corvest, pédiatre et membre de l'unité mobile d'accompagnement pédiatrique spécialisé. Bonjour. Bonjour, Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis pédiatre, comme vous l'avez dit. J'ai fait ma formation de pédiatrie en France, plus exactement à Paris. Et puis, je suis arrivée en Suisse il y a bientôt 7 ans pour poursuivre un peu ma carrière et puis découvrir aussi un autre contexte de travail. Moi, je me suis spécialisée en pédiatrie, donc. Et puis, en fait, c'est un peu par hasard que je me suis ensuite sous-spécialisée en médecine palliative, donc en Suisse. Voilà, il y a eu une opportunité de rejoindre l'UMAPS, voilà, l'unité dont vous venez de citer le nom. Et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça par hasard. Donc, et puis juste une petite particularité, c'est qu'avant d'être médecin, j'ai été ingénieure. J'ai commencé la médecine un peu sur le tard. Un parcours un peu... Atypique. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de où vient cet intérêt pour la médecine palliative ? Oui, alors c'est un intérêt qui s'est développé avec les expériences que j'ai pu vivre, surtout au cours de mon parcours de médecin assistante. Donc j'ai côtoyé la médecine palliative lors d'un tournus en oncologie pédiatrique, où là vraiment j'étais dans un centre de référence d'oncologie pédiatrique en région parisienne. Et il y avait une équipe mobile de soins palliatifs qui venait aussi voir les patients pédiatriques, les enfants, les adolescents. Et puis là, ça a été un peu mon premier contact. Pour moi, ça a tout de suite fait sens d'associer finalement la démarche palliative à la démarche curative, parce qu'ils venaient nous conseiller, nous donner des avis dans toutes les prises en charge, y compris celles qui étaient à visée curative. Donc en focusant vraiment sur le confort de l'enfant, la prise en charge de l'enfant et de sa famille dans sa globalité, la prise en charge vraiment de la qualité de vie. Donc là, vraiment, ça a été un peu la découverte et puis ça m'a tout de suite parlé. Puis après, là où vraiment j'ai encore plus côtoyé une équipe vraiment intégrée à un fonctionnement de service, c'est lors de mon dernier tournus de médecin assistante en réanimation pédiatrique, en soins intensifs pédiatriques. Là également dans un assez grand centre en fait, voilà, à Paris, où vraiment il y avait même une des intensivistes qui avait une formation, une spécialisation en médecine palliative. Puis elle avait vraiment cette approche de nouveau très globale des situations. L'équipe de soins palliatifs, donc mobile de l'hôpital, venait, donc qui était spécifiquement pédiatrique. On la voyait toutes les semaines. Il y avait des réunions pluriprofessionnelles aussi de délibération éthique auxquelles cette équipe était conviée systématiquement, et les discussions étaient extrêmement riches. C'était souvent des cas extrêmement complexes, et ça a été vraiment très très formateur. Et là, je me suis vraiment dit, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Mais voilà, se spécialiser là-dedans, il n'y a pas beaucoup de postes. Donc à ce moment-là, j'avais hésité à faire une formation théorique que je n'ai pas faite parce que c'était trop tôt, je n'avais pas de perspective de travail dans ce domaine-là. Et puis finalement, en arrivant à Lausanne, quelques temps après, il y a eu un poste, enfin, ils recherchaient un médecin pour rejoindre l'UMAPS. J'avais une très bonne collègue qui était déjà dans cette unité et puis qui m'en a parlé. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'UMAPS du coup en 2019. Et puis, tout de suite, ça m'a plu, ça m'a parlé. Je me suis aussi formée sur le plan théorique. Et voilà comment ça s'est fait. Et est-ce que vous avez des expériences ou une expérience en particulier qui vous a marqué lors de votre carrière ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Déjà, ça a été, je pense, la première, celle qui me vient tout de suite comme ça à l'esprit, c'est la première fois que j'ai accompagné vraiment une toute fin de vie, une phase terminale, un décès. C'était sur une de mes gardes de nuit.
dans cette unité d'oncologie pédiatrique, justement, dont je parlais avant. C'était un endroit où les médecins assistants étaient seuls de garde les nuits. Donc, il y avait un médecin senior qui était joignable par téléphone, mais pas sur place. Et puis, du coup, il y avait vraiment un jeune garçon qui était vraiment en phase terminale. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était en phase terminale. Et puis, il est décédé sur cette nuit où j'étais de garde. Et ça a été pas ma première confrontation avec la mort d'un enfant, parce que j'y avais déjà été confrontée, mais de manière plus distanciée, on va dire. Mais là, de porter la responsabilité finalement de cet accompagnement, alors heureusement avec la présence de l'équipe infirmière qui était déjà bien plus rodée que moi et qui m'a beaucoup aidée, aiguillée, qui était sa présence était évidemment essentielle aux côtés de cette famille et de ce garçon. Mais ça a été de venir dans cette chambre régulièrement, voir comment il allait, voir comment allait la maman qui était allongée avec lui dans le lit, et puis faire le constat de décès en fait, au moment où il est décédé. Ça s'est passé très paisiblement, heureusement. C'était vraiment une expérience belle en fait, mais très formatrice pour moi. Alors je sais maintenant rétrospectivement qu'il y a peut-être plein de choses que j'aurais pu faire autrement, mais c'est comme ça, on fait du mieux qu'on peut. Tout s'est quand même bien passé. C'est un moment que j'ai vécu de façon positive. Hein. C'est pas quelque chose qui a été traumatisant pour moi. Je pense parce que ça s'est bien passé, que j'étais bien entourée aussi par cette équipe infirmière. Mais ça a été quand même un peu une expérience fondatrice, je pense. Il y a eu plein d'autres expériences. Celle que j'ai vécue plus difficilement, c'est plutôt les décès inattendus. En fait. Que ce soit aux soins intensifs, où j'ai aussi fait un tournus au SMUR pédiatrique. Donc là, on n'intervenait que dans l'aigu. Puis là, je trouve que les émotions sont un peu exacerbées, les choses sont complètement inattendues. Et ça, je trouve presque que... Après, c'est mon expérience personnelle. Hein. C'était plus difficile à vivre. Donc ça, c'est des expériences peut-être un peu plus traumatisantes. Mais voilà, je pourrais vous raconter plein d'autres choses. Mais... Et est-ce que vous diriez cette première expérience avec ce jeune garçon s'est bien passé parce que vous étiez bien entouré, mais qu'il y a des choses quelque part que vous feriez différemment à l'heure actuelle? Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner? Oui, alors déjà, c'est toujours difficile quand même de donner des conseils parce que le premier constat que je peux faire, c'est que le vécu de l'approche de la mort, de côtoyer la mort, d'accompagner des fins de vie, c'est quelque chose d'éminemment personnel. Donc, je pense que la première chose que je pourrais dire à ce sujet, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi, de peut-être essayer d'explorer ses propres représentations de la mort. Quelles sont nos craintes? On en a tous, c'est normal. Déjà, ça peut aider à mettre certaines choses à distance, à mettre des mots, à mieux comprendre aussi peut-être nos réactions face à la mort de nos patients ou même de nos proches. Donc, explorer sa spiritualité aussi, au sens large. Quelles sont nos propres ressources? Parce que des ressources qui me conviennent à moi, elles ne vont peut-être pas convenir à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'échanges avec des gens de confiance. Ils ont besoin d'en parler, de verbaliser, d'exprimer comme ça leurs émotions, de ventiler. Et puis d'autres qui vont être plus introvertis et qui vont avoir besoin de se ressourcer de façon individuelle, j'ai envie de dire. Donc ça peut être par, je ne sais pas moi, faire le vide, aller en montagne, faire une promenade dans la forêt. Enfin, ça peut être plein de choses, aller prier. Enfin, chacun est différent. Donc déjà, première chose, je pense, identifier ce qui fait sens pour nous, ce qui nous ressource, ce qui nous fait du bien. Parce que tout au long de nos études et de notre carrière, on va avoir besoin, en fait, de toute façon, de faire appel à ces ressources. Que ce soit dans l'accompagnement d'une fin de vie, mais aussi dans la gestion de certains cas complexes, des conflits qu'on peut avoir par moment avec d'autres équipes de soins ou avec des familles. Parfois, ça arrive. Donc, il y a des éléments perturbants dans notre travail au quotidien. Et puis, pour ça, il faut trouver ces ressources. Donc, ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Ensuite, je pense se tourner vers ces pairs qui ont plus d'expérience. Donc, je veux dire, les médecins seniors,
que ce soit quand on est stagiaire, un médecin assistant, quand on est médecin assistant, son chef de clinique, son médecin cadre, etc., etc. Je pense que ça, c'est toujours bénéfique. Moi, j'ai beaucoup appris en observant aussi, avant d'être moi-même confrontée personnellement à le fait de porter ces responsabilités-là. Voilà, j'encourage beaucoup les étudiants en médecine à participer aux annonces de mauvaises nouvelles, à être au sein de ces prises en charge, à s'y impliquer, mais voilà, à accompagner finalement son médecin senior pour voir comment il fait, quelles sont les différentes approches, et après s'approprier sa propre approche en fonction de ce qu'on observe, mais de pouvoir, si on ne se sent pas bien, de pouvoir en référer à ces personnes-là, qui sont franchement, je pense que c'est rare que des médecins cadres, des chefs de clinique ne se rendent pas disponibles quand il y a ce besoin-là. Mais peut-être que parfois on n'ose pas, parce que c'est un peu le sujet, je ne dirais pas tabou, mais on pense que parce qu'on est médecin, c'est normal de faire face à ça et qu'on est fort et souvent on ne va pas oser montrer aussi ses faiblesses. C'est quelque chose que dans notre profession on a du mal à faire. Je pense que les jeunes générations sont plus sensibilisées à ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Parce que, voilà, montrer ses émotions, si on en a, que ce soit auprès de ses collègues ou auprès des familles même, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Et puis ensuite, je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter aussi les ressources institutionnelles, dans le sens où il y a quand même des services où il y a des réunions qui peuvent s'organiser de débriefing dans les suites d'une situation qui a été vécue difficilement, que ce soit un décès ou autre chose. Hein. Je sais que dans le service de pédiatrie, c'est quelque chose qui est tout à fait d'usage et pas compliqué à mettre en place. Il y a aussi, par exemple, si je prends l'exemple au CHUV des soins intensifs de pédiatrie, ils ont des lunch meetings, donc qui sont proposés aux médecins en formation, mais pas que, où finalement, ils vont pouvoir, lors d'un repas partagé hebdomadaire, rediscuter les situations qui ont pu être plus difficiles à vivre, etc., sous un angle. Alors voilà, c'est en présence d'un accompagnant spirituel, d'une personne aussi formée en éthique. Enfin, voilà, donc c'est très transversal, transdisciplinaire. Et puis ça, je pense il y en a des ressources, en fait. On ne les connaît pas forcément. Donc peut-être, même quand vous êtes en stage ou en tournus de médecin assistant, vous renseignez peut-être au début du tournus. Ce n'est pas forcément dit spontanément, systématiquement à toutes les personnes en formation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces ressources qui sont en place. Et puis après, plus largement, je pense avoir une approche un peu compassionnelle. Donc la compassion, c'est quelque chose qui est très à la mode, mais c'est vrai que moi, ça me parle quand même. C'est au-delà finalement de l'empathie, de savoir comment répondre à la souffrance quand on est exposé à la souffrance de quelqu'un. Et ça s'apprend. Hein. C'est quelque chose qui vient aussi avec le temps. Mais être finalement éveillé à ça et conscient que c'est une approche qui peut être bénéfique. Et puis finalement, faire face, c'est pas forcément entreprendre des actions très compliquées. C'est juste, ne serait-ce que faire acte de présence, être là. Enfin, faire acte, c'est pas le bon terme. Être présent auprès du patient, auprès de la famille. Parfois, sans dire un mot, mais juste être là, partager la souffrance, la soutenir. C'est quelque chose déjà de très important et on minimise parfois. On pense qu'il faut faire plein de choses, mais ne serait-ce que ça, il faut revaloriser aussi ces choses-là. Et je pense que si on est conscient de ça, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi prouvé dans la littérature, on améliore le vécu des soignants et on diminue leur détresse psychique, les risques de burn-out, etc. Avant, vous avez mentionné, lorsque vous avez accompagné le jeune garçon en fin de vie, que vous avez trouvé ça une belle expérience. Peut-être qu'il n'y a pas tous les soignants qui seraient du même avis, comme vous côtoyez tous les jours des jeunes enfants en fin de vie. Et lorsque c'est des personnes âgées, peut-être qu'on a plus de facilité à accepter qu'ils décèdent. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça lors de la vie de tous les jours? Oui. Alors, déjà, je vais juste faire un petit rectificatif. On est en soins palliatifs pédiatriques et on côtoie, bien sûr, des enfants en fin de vie, mais majoritairement pas des enfants en fin de vie. Ça, c'était juste pour
faire un petit rappel qu'on s'adresse essentiellement à des patients qui présentent des conditions chroniques complexes, en fait, qu'on va accompagner pendant des mois, des années, voire même des décennies, jusqu'à l'âge de 20, quand on fait la transition. Alors, on a une dizaine de patients qui décèdent chaque année, ce qui est bien moins, par exemple, que dans des unités, si je prends l'exemple de la médecine intensive. Mais c'est vrai qu'on est confronté à des situations de maladie quand même qu'on peut dire graves, où le pronostic vital est menacé, en continu. Donc, les patients et les familles portent ce fardeau, en fait, ils vivent avec ça. Donc, nous, on accompagne aussi ça. Et puis, pour répondre, du coup, plus précisément à votre question, dans le cadre des situations, finalement, de fin de vie des enfants et adolescents, c'est clairement quelque chose qui est toujours, même si on le côtoie dans notre travail, ça reste quelque chose de difficilement acceptable, c'est clair. Maintenant, ce qui m'aide, c'est de me dire que de toute façon, c'est une réalité. C'est-à-dire que ça existe. Et puis, plutôt que de faire l'autruche et d'imaginer que ça n'existe pas, ou en tout cas d'occulter ça, je préfère justement y être confrontée et pouvoir agir. Alors, on est démunis dans le sens où on ne peut pas changer la plupart du temps la trajectoire de la maladie de ces patients, mais on a beaucoup de leviers d'action pour amener du sens, de l'espoir dans ces fins de vie. La vie, en fait, on l'habite jusqu'au bout et même après le décès, puisque l'enfant, il reste vivant dans notre mémoire, évidemment au sein de cette famille, par l'amour qui reste présent, les souvenirs, plein de choses de cet ordre-là. Donc, nous, finalement, ce qui aide, c'est d'aborder ça sous cet angle-là, sous l'angle de la vie, du sens, de la spiritualité aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apporte, nous, finalement, de vivre ces moments-là personnellement. Ça enrichit quand même aussi nos vies. C'est des moments parfois très douloureux, mais le plus souvent, c'est des moments très forts, surtout émotionnellement. Et du coup, on en ressort toujours très grandi de ces expériences-là et de ces accompagnements-là. Je ne sais pas si ça vous aide que je dise ça, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'aide. Après, il y a les ressources personnelles dont j'ai déjà parlé. Moi, ça va être vraiment ma vie personnelle, les activités qui me portent, ma vie familiale, etc. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'important. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Continuer à vouloir accompagner ces familles et travailler en soins palliatifs pédiatriques. Eh bien, merci beaucoup, Victoria Corvest. Et puis, merci à Fréquence Banane pour leurs locaux. Merci. Merci beaucoup.